C'est vraiment Ouais, indispensable parce que tout est dans ce petit livre. absolument. Ouais. Vernadsky, c'est un géophysicien, Mm, un géochimiste, pardon, donc fin 19e, début mm. 20e. Et il apporte une révolution conceptuelle, intellectuelle en sciences Mais tout s'est fait remarquable. pratiquement au 19e, hein, si on regarde Exactement, bien. exactement. Donc ça prend ses sources. Ça, Ouais, l'Anthropocène, c'est très très bien, hein, mais ouais, ouais, euh, absolument. le fait qu'il considère l'ensemble, le système Terre comme étant constitué de compartiments, donc solide, liquide, gazeux, Ouais, d'accord, ouais, mais ouais, aussi absolument. la biosphère comme Ouais, compartiment. Et dès la fin de son ouvrage, il dit, mais il y a aussi la technosphère. ouais. Et surtout la noosphère, c'est-à-dire la noosphère, c'est la Ah, pensée humaine. Et pour moi, c'est essentiel parce que ça donne la place à la fois à l'éducation, parce que le problème auquel on est confronté avec l'Anthropocène, au-delà de ce qu'a dit Francine, hein, que je partage tout à fait, et Pierre aussi, c'est que notre éducation, elle n'est pas. C'est elle qui nous envoie dans le mur, parce que notre rapport au monde n'est pas le bon à l'heure actuelle. Et donc, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, l'éducation est aussi la clé, est aussi le levier sur lequel, grâce à, à l'impact qu'on peut avoir sur l'ensemble, on peut transformer les choses. Et c'est bien le mot-clé, en fait, hein, qui me semble intéressant. Didier, Voilà, il y a c'est beaucoup bon, de vous avez gens. tout. Tu as ta présentation affichée, Jean-Marc, c'est bon? Ouais, moi c'est D'accord. parfait. Je Voilà, mettrai le petit bouquin de Vernadsky en attendant, mais voilà, très bien. Tu me pilotes. vas-y. Voilà, dis d'où tu es, parce que tu n'as pas eu le temps de dire que tu étais à Montpellier, tout ça, je crois. Ah oui, d'accord, oui. Effectivement. Euh, Excuse-moi. je, je suis à Montpellier, je suis professeur en sciences de l'éducation et de la formation et ça fait déjà maintenant pas mal d'années que je travaille sur les questions, en particulier d'éducation et de développement durable. Mais mes fondamentaux viennent des sciences du vivant, en fait, de la biologie, hein, mais voilà, donc je suis passé du côté des sciences humaines et sociales. À un moment donné, je m'y sens très bien. Euh, ah, c'est un très. voilà, parce que la paillasse me fatiguait un peu, en fait. Et puis bon, il y a des histoires, je ne vais pas vous raconter ma vie. Voilà, c'est pas le but. Par contre, il y a quelque chose qui me semble très important, qu'il faut intégrer en tant qu'enseignant ou formateur, c'est qu'il y a, au cours du XXe siècle, hein, mais là ça devient vraiment criant et prégnant, avec cette idée anthropocène en particulier, c'est qu'il y a pas mal de ruptures épistémologiques qui sont à l'œuvre dans la construction des savoirs aujourd'hui, et ce ne sont pas des mots creux, et on a besoin d'y réfléchir, c'est l'idée de complexité, hein, c'est l'idée de relier ensemble les choses, qui peut renvoyer d'ailleurs à la pensée systémique, qui serait une compétence voilà, qui serait à travailler, et à quel moment on travaille ça avec des élèves ou avec des étudiants en formation. Ce principe aussi fondamental, qui est un principe d'incertitude, on voit bien Pierre parler du Covid-19, et bien on voit ce principe d'incertitude à l'œuvre. On est rentré dans un monde incertain et il faut apprendre à gérer cela sans pour autant renoncer à pouvoir agir, bien au contraire. Dans le même temps, la connaissance rationnelle, oui, mais elle est incomplète et on voit bien que l'humain n'est pas dirigé que par la rationalité. Et ça aussi, c'est un facteur important qui est à prendre en compte. Et du coup, les disciplines académiques telles qu'elles existent, si on les prend de façon singulière, chacune, elles ne permettent pas de donner les réponses et de donner les principes d'action une par une. Et donc, c'est bien la question de relier tout ça et comment on réfléchit au point de vue des implications éducatives que cela a. Il me semble que le cloisonnement existant actuellement ne permet pas de le faire et hélas, on le retrouve trop fréquemment en formation. Donc, ça, c'est un peu le contexte, hein. Euh, Didier, si tu veux changer de diapo, Est-ce que c'est bon? durable, hein, globalement. Alors, si on prend la partie haute du schéma, euh, bien évidemment, vous retrouvez, je pense que tout le monde connaît cette
deux principes, hein, le principe de soutenabilité faible, qui renvoie plutôt à une approche technique hein, des défis, et puis à l'autre extrémité, on voit bien que c'est un curseur, hein, c'est pas des catégories, c'est des curseurs. Donc le principe de soutenabilité forte, avec l'idée que ce capital nature, on peut vivre sur ses intérêts, mais pas au détriment du capital, en gros, hein, pour résumer. De l'autre côté, la technique permettrait de pallier aux défis auxquels on est confronté. Et dans les textes internationaux, des gens qui s'occupent du développement durable, on a eu 4 principes qui ont été mis en évidence. Un principe d'amélioration, donc par exemple, on peut reconstituer un écosystème, on peut reconstituer une mangrove, on peut reconstituer une forêt, mais ça a évidemment ses limites, surtout lorsqu'on arrive à des projets d'ensemencement de l'atmosphère, des océans, etc. Ça, c'est la géo-ingénierie. L'éco-ingénierie peut se comprendre, la géo-ingénierie peut faire peur d'une certaine manière. Et on a besoin pourtant donc d'avoir une réflexion de citoyens sur ces choses-là pour contrebalancer éventuellement les décisions ou les volontés des experts. Alors après, il y a le principe majoritaire qui existe dans la société, c'est-à-dire un projet d'atténuation. On voudrait atténuer les dégâts les plus fondamentaux, toutes ces bavures en fait, hein, qui perturbent ce monde actuel. Et puis, il y a 2 autres principes, c'est-à-dire sur certaines questions, c'est vrai qu'il va falloir apprendre à s'adapter. Moi, j'habite à Montpellier, là, donc je disais ça. Donc, il y a la question du recul du trait de côte, le littoral. Et le littoral, puisque les océans augmentent de volume, le littoral recule. Et là, voilà, on ne va pas pouvoir construire des digues. Donc, il va bien falloir apprendre à s'adapter à ce genre de changement. Et puis, il y a le 4e qui est souvent oublié dans les textes internationaux, qui est l'idée de transformation. On peut décider, comme Francine le disait, on peut décider de changer de trajectoire. Hein, c'est ça, et non pas la subir et continuer toujours dans la même. Et c'est là qu'il y a des relations fortes avec l'éducation. L'éducation, on peut la considérer aussi avec, là aussi c'est un curseur, entre 2 extrêmes sur lesquels je vais revenir ensuite, un principe faible d'éducation ou un principe fort d'éducation. On y va pas pour. Voilà, ce sera la diapo d'après, la différence qu'il y a. Mais avant de changer de diapo, Didier, excuse-moi, pour les formations et pour l'université, ça c'est important. Dans d'autres contextes, par exemple les écoles d'ingénieurs, etc., si on s'intéresse à la formation au développement durable, on peut être sur un curseur qui est tout à fait différent parce que la question de l'éco-ingénierie, par exemple, hein, c'est la question technique. La connaissance technique peut être aussi quelque chose qui est important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les thématiques, selon les sujets, on va pouvoir se déplacer, non pas s'enfermer dans une posture, mais se déplacer et trouver la bonne position du curseur. Le problème que l'on peut voir en tant que diagnostic hein, de l'existant dans le monde scolaire, c'est que c'est le principe de l'atténuation qui est majoritaire dans la pensée des enseignants. C'est-à-dire, en fait, une sorte de greenwashing collectif, mais ça ne va pas suffisamment vers l'idée d'adaptation, de transformation dans le cadre de l'éducation au développement durable et donc du monde scolaire. Didier, diapo suivante. Alors, pour repréciser un peu cette idée de transformation, la transformation, bon, il y a eu pas mal de travaux. Là, je cite les travaux de Daniel Curnier, qui est un jeune Suisse qui a fait sa thèse à l'HEP, la haute école pédagogique de Lausanne, excusez-moi. Bon, il a montré que dans les textes d'encadrement internationaux qui encadrent l'éducation de développement durable, on est plutôt sur des principes faibles, quoique des travaux plus récents de Belkis Slimani ont montré récemment que la nouvelle feuille de route de l'UNESCO est beaucoup plus prometteuse potentiellement dans ce qu'elle nous offre, cette feuille de route, hein, c'est Éducation 2030. Là aussi, c'est un texte de référence qui peut être extrêmement intéressant.
Et pourtant, si on veut relever les défis de l'Anthropocène, on a besoin d'un principe fort d'éducation. Alors, comment on peut les contraster, ces deux principes forts et faibles de l'éducation? Dans un principe faible d'éducation, il s'agit de gommer, d'atténuer en fait les effets les plus néfastes de notre développement. Tandis qu'une éducation forte se donne comme projet de transformer la société. Donc on est bien dans l'idée de transformation. Et la place de l'EDD, alors comme selon ces principes dans les enseignements, lorsqu'on est dans une éducation faible, l'EDD est vu comme un prétexte qui sert souvent à donner du sens en fin de cours, en fin de chapitre, etc. C'est comme ça que la majorité des enseignants le considèrent, alors qu'il devrait être le moyen, le levier, en s'intéressant aux enjeux, mais ce qui oblige aussi, et on parlait de Jacques Bréjon, je ne sais pas s'il est connecté là, mais Jacques Bréjon, dans son rapport, le disait déjà. Et par contre, on n'en a pas vu beaucoup les effets, en fait, dans les pratiques. Et puis derrière, il y a des modèles qui peuvent être inadéquats. Et ça sera plutôt l'objet de la diapo suivante. Si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas tout de suite, ça sera après. Mais donc, je vais en rester là sur cette diapo-là pour le moment. Et donc, si on veut être dans une perspective d'éducation forte, qui vise à transformer la société et donc à changer de trajectoire collectivement, un repère clé, c'est d'apprendre à problématiser, voire reproblématiser les enjeux tels qu'on peut les percevoir. Les travaux de Michel Fabre ont bien montré que sur les questions de développement durable, très souvent les problèmes sont flous, ils sont mal structurés. On ne peut pas les envisager comme étant des problèmes scientifiques classiques. Et donc, il y a besoin de voir les choses un peu autrement. Ou si on fait référence à Foucault, qui est aussi un auteur qui peut être très intéressant là-dessus, l'école se retrouve, école au sens large, se retrouve confrontée à ce que Foucault appelle la liturgie, c'est-à-dire la difficulté à dire le vrai et le faux. Tout à l'heure, on parlait du changement climatique, il y a des gens qui contestent, ce ne sont pas tous, comme disait Pierre, c'est pas tous des ignares, donc ce n'est pas toujours évident de dire le vrai et le faux. Si on prend le Covid-19, là, on est en plein dedans, on a beaucoup de mal à démêler dans tout ce qu'on entend, et y compris les enseignants et les formateurs, lorsqu'ils sont pas, et on ne peut pas être tous spécialistes de chacune des questions. Et donc, on se retrouve confronté à une impossibilité à démêler le vrai et le faux, alors que l'école a été conçue pour dire le vrai. C'est comme ça, c'est fondateur, en fait, pour le monde scolaire. D'où des perturbations et des difficultés à appréhender tout ça. Et puis les concepts qu'on mobilise, ils sont hybrides, c'est-à-dire ils sont toujours ils ont un pied dans les sciences de la nature, mais ils ont aussi un pied dans les sciences humaines et sociales. Et puis ils mélangent des valeurs, ils mélangent beaucoup de choses. Ce ne sont pas des concepts scientifiques tels que l'école a l'habitude de les prendre en charge. Alors, il y a aussi des auteurs qui parlent d'objets intermédiaires. Alors, si on ne peut pas atteindre une certaine vérité, en tout cas, on peut se fixer des objets intermédiaires. Et à partir de là, il me semble que pour arriver à cette transformation qui est recherchée, il y a, là, c'est quelques exemples, il y en aurait peut-être d'autres, mais il y a des démarches possibles à prendre en compte. C'est ce qui apparaît en bleu, en fait, sur cette diapositive-là. Et les références derrière sont écrites au-dessus. On est dans les cases rouges. Tu vois, Didier, là, parce que moi, je n'ai pas la main sur le curseur. Les cases rouges, il y a les démarches qui apparaissent en bleu et puis les références pour les gens qui veulent en savoir plus, là, voilà, qui sont écrites au-dessus. Il y a un jeune épistémologue qui s'appelle Xavier Roth, qui s'appuie beaucoup sur les travaux de Canguilhem en particulier, mais pas simplement, qui a montré que, bien, on parle beaucoup de valeurs aussi dans le monde de l'éducation aujourd'hui, mais les valeurs, ce ne sont pas des choses qui s'enseignent, les valeurs, ce sont des choses qui se vivent. Mais se vivent comment? Alors, lui, il nous dit,
en s'appuyant sur Canguilhem, qu'on a plutôt intérêt à travailler les antivaleurs. Si je prends un exemple, expliquer ce que c'est que la liberté, c'est très abstrait, etc. Mais s'intéresser au contraire de la liberté, ça prend tout son sens. Et c'est cette manière de passer par, de faire vivre et de réfléchir aux antivaleurs, il y a là un chemin tout à fait intéressant. Une autre voie d'approche, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'incomplétude des connaissances et même des disciplines académiques, eh bien, c'est l'approche qui correspond à la complexité avec une démarche d'investigation qui cherche à construire des îlots d'intelligibilité des sujets et des enjeux que l'on veut étudier. Îlot d'intelligibilité, ça veut dire qu'on va accepter qu'il y a, on arrive à comprendre certaines choses, mais en même temps, tout autour, il y a un océan d'ignorance qui existe dans la société, mais qui existe aussi chez les acteurs de l'éducation. Donc, on renonce à tout comprendre, mais on essaie de construire des espaces d'intelligibilité. C'est ce que Jacques Ardoinos, un philosophe de l'éducation, appelait le principe de multiréférentialité, qui est une démarche éducative dans la complexité. Et puis, je peux citer également cette idée d'hétérotopie qui vient de Foucault aussi, avec des travaux d'une collègue tunisienne, avec l'idée qu'on n'est peut-être pas obligé d'atteindre une certaine forme de vérité, ça fait le pendant de la liturgie. On n'est peut-être pas obligé d'atteindre une certaine forme de vérité, mais on peut trouver des sortes d'intermédiaires du point de vue éducatif en acceptant que les énoncés, c'est-à-dire ce que l'on va enseigner, restent un peu dans un état intermédiaire en fait. On retrouve l'idée d'objet intermédiaire là-dedans. Et puis, un autre cheminement possible, hein, c'est qui a été développé par Odigier à Genève, François Odigier, c'est la stratégie du détour. On va faire des détours par les disciplines pour revenir sur l'enjeu que l'on cherche à comprendre en intelligible et à problématiser. Didier, diapo suivante. Mais tout ça est possible que c'est aussi un principe fondamental, toujours avec cette idée de viser la transformation grâce à l'éducation, c'est reconnaître que ces enjeux ont une dimension politique forte. Alors, ce n'est pas une idée qui est nouvelle, hein, parce que Alain Legardez, qui est présent là, dans l'assistance, a développé avec Laurence Simoneau la didactique des questions socialement vives. Et l'idée de questions socialement vives, c'était reconnaître que certaines questions portées dans les programmes de l'école sont en fait des questions très politiques. Et vouloir les refroidir à tout prix pour les faire entrer dans des cases scientifiques prédéfinies pose un problème. Parce que le refroidissement forcé est finalement une posture politique. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de reconnaître que les savoirs, ce n'est pas des choses qu'on doit simplement s'approprier pour restituer. Les savoirs, ce sont des outils pour penser et transformer le monde. Donc, ce sont des outils de l'action. Et donc, les savoirs sont des enjeux politiques, déjà des enjeux politiques pour celui qui les maîtrise, mais c'est aussi des enjeux pour agir dans la cité. Et donc, en cela, ils sont politiques. Et là, on a le choix entre trois modèles. Il y a un modèle, c'est le majoritaire, celui qui est à l'œuvre, à l'école et aussi à l'université, hein, trop souvent, c'est le modèle cumulatif. Et on est dans une succession d'empilement de connaissances et on évalue, voilà, est-ce que les gens sont capables de les restituer, ces connaissances. Ça, c'est un modèle cumulatif derrière lequel on court toujours parce qu'on ne sait jamais assez de choses pour pouvoir comprendre quelque chose, mais dans le même temps, on est bien obligé d'agir. Et donc, il y a cette course-là. Donc, ce modèle, il nous emmène en fait dans une sorte d'infini qui ne nous permet pas de prendre en compte les enjeux et les défis de l'anthropocène. Alors, il y a son antimodèle qui est souvent porté dans les textes quand on les creuse.
c'est le modèle techno-économiciste qui apparaît, y compris dans les programmes scolaires. Et ce que Melki Slimani a appelé en fait un modèle qui est anti-politique, c'est-à-dire qui fait semblant de nier le caractère politique des enjeux et des défis, mais qui, en fait, en le faisant, c'est une posture politique de dire que ce n'est pas politique. Alors, il y a toute une démonstration pour arriver à ça. Et puis, bon, donc le modèle que beaucoup d'éducateurs et de formateurs portent, c'est un modèle émancipateur. Et là, on est dans la tension qui existe dans le monde de l'école entre socialiser, apprendre les normes sociales et en même temps émanciper les individus. C'est la tension fondamentale du monde scolaire, ce qui repose sur le débat, l'esprit critique et prendre en compte l'incertitude. Et puis, j'arrive presque à la dernière diapo. Didier, tu me dis si je suis trop long. Voilà. Mais il y a une condition pour lorsqu'on veut travailler sur les enjeux, les défis de l'Anthropocène, c'est la question de l'interculturalité. Je vous ai mis une définition impossible de la culture. Il y a plein de définitions de ce qu'est la culture. Moi j'aime bien personnellement celle-là. Mais sur l'idée d'interculturalité, je renvoie aux écrits d'Ezo Elamé, qui est un Camerounais, qui écrit des textes que je trouve extrêmement pertinents, parce que il s'agit plus, on ne peut plus, évidemment, il faut arriver à éliminer le néocolonialisme qu'il y a dans nos pensées. Qu'on soit dans le nord ou dans le sud, il nous reste des brides de néocolonialisme et ces rapports de domination ne nous permettent pas de penser le monde correctement et ne nous permettent pas surtout de trouver des solutions collectives qui soient acceptables pour tous. Si on est dans le monde de l'Anthropocène, c'est bien l'ensemble des humains qui se trouvent concernés par ces défis. Alors, il faut en même temps s'ancrer dans le temps présent, c'est ce que nous dit Ezo Elamé, mais il faut pas pour autant oublier les repères historiques. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais bien de prendre en compte cette histoire. Et là, c'est, comme le dit Ezo, c'est bien l'éducation qui doit prendre en charge cette dimension, qui est cette responsabilité interculturelle, qui est pourtant très peu présente dans les enseignements et dans les formations. Voilà, c'était juste quelques repères sur la question de l'éducation et de la formation, qui restent pourtant à la fois le problème et la solution pour que la noosphère puisse devenir compatible avec les autres sphères qui constituent le monde dans lequel on est. Voilà, Didier, tu peux aller sur la dernière diapo, une diapo de remerciements, et puis pour ceux qui veulent aller lire plus, retrouver les références et trouver des textes, j'ai mis ces deux liens pour pouvoir voir quelques exemples de mes productions, au-delà des 10 minutes ou 15 minutes, je ne sais pas où j'en suis, Didier. Mais en tout cas, j'arrête. T'arrêtes, bon. Voilà. Eh ben, je pense qu'il y aura certainement quelques questions de la part des collègues. L'intervention de Jean-Marc était relativement centrale au milieu de ce séminaire, avec effectivement une grande richesse sur tout un tas de points. Avez-vous des questions pour Jean-Marc? Oui, moi je voudrais intervenir. Vas-y, Cécile, prends. Bonjour, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, ça a réveillé en moi plein de questionnements et ça a esquissé plein de pistes. Et oui, et cette idée-là de faire un parallèle entre développement durable et éducation forte au développement durable, je trouve ça vraiment très important parce qu'on sent le désarroi de nos étudiants. C'est-à-dire que faire travailler nos étudiants sur toutes ces questions, c'est aussi les confronter aux grandes problématiques qui sont les nôtres et aux désastres en série qui découlent de cet anthropocène ou des pratiques liées à l'anthropocène. Donc, le fait d'axer l'éducation sur les axes de l'adaptation et de la transformation, c'est aussi susciter l'espoir chez nos étudiants
Voilà, et j'ai eu encore cours cet après-midi avec des étudiants, un étudiant qui nous a fait un exposé admirable sur les énergies dites vertes, et il nous a communiqué sa colère et son angoisse en même temps, un étudiant très brillant, hein. Voilà, et donc je pense qu'en effet on doit travailler sur ces deux axes, adaptation et transformation. Je vous laisse la parole peut-être. Non, mais merci de votre intervention. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est-à-dire il ne faut pas oublier que l'état du monde actuel, et c'est pour ça que je citais Vernadsky tout à l'heure, c'est bien le résultat de notre activité en tant que noosphère dans ce monde. Et donc, si le monde actuel, avec ses défis, ses problèmes, résulte de notre activité intellectuelle, eh bien, notre activité intellectuelle peut aussi lui permettre de retrouver, enfin, en tout cas, de décider collectivement une trajectoire qui nous semble plus favorable, en tout cas, même si ce n'est pas évident. Et donc, il ne faut surtout pas renoncer à l'idée de transformation. C'est ça, c'est ça le discours que je peux tenir en quelques minutes. Voilà. Et trop souvent, c'est oublié, cette idée que l'éducation, ça sert à transformer le monde. Oui, et pour les enseignants du primaire et du second degré, moi je dirais oser l'éducation, en fait. J'avais une question pour toi, Jean-Marc, qui était en fait une retranscription de ce que Jacques, qui est sur la route encore, voulait te poser comme question. Jacques voulait poser comme question éducation à par pour. Oui. Et la question qu'il nous lance depuis déjà quelque temps, c'est est-ce que l'éducation A n'est pas molle, n'est pas peu investissante, peu engageante? Est-ce qu'elle est en mesure de résoudre les enjeux de l'urgence? Oui, merci pour cette question. Tu diras merci à Jacques. C'est une question qu'il m'a posée déjà il y a pas mal de temps. Et alors, quelques éléments de réponse. Alors, d'abord, éducation O ou éducation A, c'est un terme institutionnel. Quand on dit éducation à la santé, à l'environnement, etc. Et c'est d'ailleurs pas correct au niveau grammatical, hein. L'Académie française l'a fait remarquer fortement. On n'éduque pas à quelque chose, on éduque, point. Les anglo-américains disent education for. C'est le pour de Jacques. Sauf que ce n'est pas ça qu'il y a dans les textes institutionnels. Et en tant que chercheur en sciences de l'éducation et de l'information, je suis pas là, enfin, je m'estime ne pas être là pour réécrire les textes institutionnels d'encadrement, qu'ils soient internationaux ou nationaux, mais d'essayer de les conceptualiser. Et d'où l'intérêt d'insister sur oui, c'est l'éducation, développement durable, donc le A ou O peut paraître mou, sauf que on n'est pas obligé d'être dans le faible. Il y a une autre possibilité. C'est comme le développement durable, hein. Plein de gens disent que c'est mou, mais c'est mou si on va vers la gauche. C'est pas mou si on va vers la droite. Quand je dis gauche et droite, c'est sur le schéma, hein, ce n'est pas une allusion politique. Par rapport à ce modèle. Et pour l'éducation, c'est pareil. Alors, allons-y vers l'éducation forte. Bah, tu pourras lui dire ça, Jacques. Voilà. Bon, c'était aussi un message pour l'ensemble des collègues, puisque on est vraiment là à un moment peut-être de rupture dans les enjeux, les méthodes, d'où l'importance de ce séminaire Anthropocène. D'autres collègues veulent questionner sur certains points? J'avais une petite question sur le modèle techno-économiste que je n'ai pas bien compris. J'y vais. Oui. S'il y a des exemples. Bah, c'est réduire tous les défis à des questions techniques et donc et aussi à leur impact économique, en oubliant que avant tout les défis de l'Anthropocène sont des défis politiques, puisque moi, parmi toute la série qui ont été exposées tout à l'heure, on est quand même dans une économie, dans un modèle extractiviste qui pose problème, ou dans un modèle capitalocène, hein, qui pose problème.
Voilà. Et donc, c'est l'idée que en prenant chacun des défis et en voulant les réduire à des questions techniques et économiques, en fait, c'est une posture politique forte et qu'on n'est pas obligé d'accepter en tant que tel. Je ne sais pas, je pourrais alors, des exemples. Non, mais oui, je vois très bien en fait. Je n'avais pas. Sur l'exemple de la pêche, par exemple, hein, on peut se dire, on a des problèmes avec les quotas, avec les stocks de poissons, etc. Mais on peut se dire, on va augmenter notre capacité technique à détecter les poissons. On va aller, avec des moteurs de plus en plus puissants, aller les chercher de plus en plus loin et de plus en plus profondément. Mais ça ne change rien au fait qu'on est en train de surexploiter la plupart des ressources halieutiques. Voilà. Et donc, on peut remplacer avec de la technique et puis avec un investissement économique, on peut remplacer des choses partiellement, mais ça ne change pas que le défi, il est toujours là, en fait, dans sa profondeur. Et donc,